Jean-Marie Mandras, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, politologue et chercheur au CNRS et à Sciences Po. Merci d'être avec nous. À part les Américains, les Européens et le gouvernement ukrainien ont été sidérés par l'invasion russe. En réalité, pourtant, la politique de Vladimir Poutine, elle semble assez cohérente depuis 20 ans. C'est prendre sur sa revanche sur ce qui s'est passé après l'effondrement de l'URSS. Alors, nous avons tous été sidérés parce que, tout simplement, cette invasion est monstrueuse. Donc, même moi qui suis de très près, qui discute tous les jours avec des collègues ukrainiens et russes, bien sûr, on en parlait, mais on ne pouvait pas le concevoir. Il y avait quelque chose, je crois, chez nous, parce que nous sommes encore des personnes saines d'esprit et nous raisonnons. Et pour nous, la guerre, les bombardements de civils, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Et vous avez très justement dit que si nous avons pu rassembler les Européens après la Seconde Guerre mondiale, c'était avec l'idée que chaque société, chaque État soit engagé d'abord et avant tout dans la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de société, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de communication entre les individus. J'aurais juste ajouté que malheureusement, il y a eu la guerre dans l'ex-Yougoslavie, qui est l'Europe, qui est en Europe. Et je crois que c'est justement l'un des sujets extrêmement importants. Vous avez mentionné, par exemple, les gouvernements polonais et hongrois. Ils ne posent aucun problème aujourd'hui face à la Russie. Ce sont deux gouvernements et deux sociétés qui connaissent parfaitement le fonctionnement du régime de Poutine et qui sont tout à fait d'accord pour unir nos forces et soutenir l'Ukraine. On a vu que la petite réticence tout récemment, c'était plutôt l'Allemagne et l'Italie qui ont bloqué le vote du débranchement de la Russie de SWIFT, qui serait vraiment une mesure de rétorsion absolument majeure. Donc je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, elle n'est pas impuissante. Elle a une grande puissance politique, économique. Nous sommes le premier partenaire économique de la Russie. Ce qu'il ne faut pas oublier, que si nous dépendons en partie du gaz et du pétrole russe, c'est que les oligarques et l'État poutinien dépendent aussi des revenus des hydrocarbures. Donc l'Union européenne, en réalité, est très unie. Et si Vladimir Poutine fait cette guerre aux Ukrainiens, c'est parce qu'il a peur de nous. C'est pour nous contrer nous. Et c'est pour ça que je considère que nous ne devons pas faire la même erreur qu'avec les nations de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Considérer que la frontière de l'Union européenne ou de l'OTAN est strictement géographique par rapport aux États membres, que l'Ukraine est en Europe, comme les Bosniaques, les Serbes, les Croates étaient en Europe et sont en Europe, et que nous devons faire un geste très fort et que nous attendons, nous, depuis des années, c'est de proposer, dans les jours qui viennent, à l'Union européenne, ça va être discuté au Parlement mardi, par exemple, au Parlement européen. Donc on repassera à 28. Dans une urgence pareille, où nous sommes confrontés à la guerre, les règles doivent bouger. Mais justement, est-ce qu'une négociation est encore possible avec Vladimir Poutine? Si je peux juste terminer sur l'Union européenne, on n'a pas besoin de l'accord d'un criminel de guerre pour proposer à l'État ukrainien, avec lequel nous avons déjà un partenariat, dans le cadre du partenariat oriental, nous avons déjà des relations très serrées avec l'Ukraine dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, universitaires, etc., que l'Union européenne fasse une proposition de calendrier rapproché pour une adhésion à l'Ukraine. Puisque nous ne pouvons plus agir sur le plan de l'OTAN, c'est trop tard malheureusement, et qu'il est très difficile d'intervenir directement militairement sur le territoire ukrainien. Moi, mes amis ukrainiens, notamment des députés ukrainiens avec lesquels j'ai parlé hier, demandent un geste fort parce qu'ils ont peur que la population ne tiennent pas trop longtemps. Il y a un côté aussi, je veux dire, physique et psychologique. S'il n'y a pas d'issue
fait quand même 8 ans qu'ils ont déjà la guerre dans le Donbass. S'il n'y a pas d'issue, ils peuvent ne pas tenir. Donc, donnons-leur au moins... Donc, il ne peut pas y avoir un accord international avec Vladimir Poutine en échange du retrait des troupes russes. Ça fait des mois et des mois, ça fait des années qu'on essaie. Poutine n'est plus un homme qui négocie. Il ne négocie plus. Et on a vu comme notre président de la République a tout essayé. Il a été très loin, je dirais, à essayer de parler pendant des heures avec un homme. Donc, il est très clair pour moi depuis des années que cet homme est toujours prêt à échanger, parce que pour sa stature diplomatique, c'est important, mais qu'avant même de recevoir ou Macron, ou Scholz, le chancelier allemand, ou Anthony Blinken, ou Biden, il sait déjà qu'il ne va absolument rien négocier. Et c'est ce qui a conduit à cette décision absolument désastreuse. Et pour vous, il va mettre la main sur... ils sont partis pour prendre Kiev et démembrer toute l'Ukraine? Je ne sais pas. Je me suis trompée la semaine dernière. La guerre me paraissait tellement suicidaire pour Poutine, son régime et les 140 millions de Russes. Il faut savoir, Poutine, c'est pas son pays. Les 140 millions de Russes, ils ne veulent surtout pas la guerre. Ils se sentent proches des Ukrainiens. Ils sont, eux, bombardés par la désinformation de leur propre télévision. Ils sont terrorisés d'envoyer leurs fils, leurs frères, etc., à la fois en Syrie. Voilà. Pour le moment, d'ailleurs, je pense que pour répondre à votre question, ce qui va être pour nous vraiment un signe, c'est est-ce qu'ils vont envoyer la troupe avec des conscrits dans des rues de villes ukrainiennes. Mais c'est envisageable, vous pensez? Mais ce qui voudra dire qu'il y aura que Svetlana Alexievitch, la grande prix Nobel de littérature biélorusse, elle a écrit un livre, Les cercueils de zinc, sur les corps des soldats soviétiques qui revenaient d'Afghanistan, pour ceux qu'on mettait encore dans un cercueil, qui étaient des cercueils en zinc. Hein. C'est tout ce qui recevait la famille. Donc, il y a des associations de mères de soldats qui existent toujours en Russie depuis lors et qui ont une très très forte audience encore en Russie. Quand les cercueils de zinc commenceront à revenir en Russie, il faudra voir. Donc je crois que mais comment ils peuvent mettre en... Pardon, comment je pense qu'il n'y a pas un grand scénario pour le moment. D'accord. Voilà. Ils ne pourraient pas mettre en place un régime fantoche, parce que s'il y a un régime fantoche, ça veut dire une occupation militaire durable. Il ne peut pas faire ça. Parce que, au fond, l'occupation militaire... D'abord, on oublie que l'Ukraine est plus grande que la France, qu'il y a plus de 40 millions d'habitants, des villes très développées. Je ne sais pas si vous avez la chance d'aller déjà à Kiev, à Lviv, à Kharkiv. C'est un pays extrêmement cultivé, développé, magnifique en termes d'architecture aussi. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'Europe, de l'Europe centrale. Donc, pour occuper militairement un pays au XXIe siècle, il faut aussi le gérer. Ils ont absolument pas le moyen de gérer un pays développé, très proche déjà de l'Europe, et avec cette ouverture sur la mer Noire, enfin un pays commerçant. Et j'en ai pour preuve, là j'espère ne pas me tromper, c'est que le régime poutinien ne gouverne déjà plus la Fédération de Russie. Moi je suis de très près ce qui se passe dans les républiques du Nord-Caucase. Elles ne sont plus gouvernées par Moscou. Si vous parlez avec des Sibériens, que ce soit Irkoutsk, Khabarovsk, qui est en protestation contre Moscou depuis au moins 2 ans, parce qu'on a mis en prison leur gouverneur élu. Enfin, alors, gouverner les Ukrainiens qui sont extrêmement mobilisés, déterminés, ils se défendent de manière extrêmement courageuse. Il faut les soutenir justement pour qu'il ne puisse pas y avoir une occupation après la destruction de centre-ville. Gutierrez-Vinsky, pour répondre à Marie Mandras. Oui, je pensais à ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez dit que l'Union européenne avait tout tenté avec Poutine. Sur le plan diplomatique. J'entends. Moi, je lui reproche, mais peut-être qu'on n'est pas si éloigné que ça l'un de l'autre. Je lui reproche d'avoir été beaucoup trop complaisante. Quand vous entendez aujourd'hui les discours, notamment à droite et à l'extrême droite en France,
et parfois dans une certaine gauche, qui consiste à dire qu'il fallait comprendre les préoccupations sécuritaires de Vladimir Poutine. Ça, c'est ridicule. Eh bien voilà, nous sommes mais ça, d'accord. c'est pas l'Union européenne. Ce sont des individus, des États. Non, mais l'Union européenne, franchement, moi, je travaille de près avec le Parlement européen. J'ai souvent des réunions à la Commission européenne. Je vais souvent dans les capitales européennes, notamment dans les pays baltes, qui, vous savez, sont quand même aux premières loges aussi, et ont vraiment beaucoup fait, je crois, pour éduquer certains de nos fonctionnaires européens et de nos députés sur la réalité du pouvoir poutinien. Donc je crois que oui, nous avons un problème en France, comme dans quelques autres pays européens, sur cette étrange justification d'une violence extrême utilisée par un dictateur très corrompu par ailleurs, sous prétexte que parce que il est le successeur d'un empire d'il y a plus de 100 ans, il aurait quelque part un droit ou une sorte de justification émotive, romantique. C'est insupportable. Mais nous sommes bien d'accord. Mais ça, c'est pas l'Union européenne. Alors, ce sont des Européens, certains chefs des d'État Français. Se sont montrés, et même le regrettent aujourd'hui, disent nous n'avons pas compris. Mais Emmanuel Macron lui-même a été un petit peu tenté par cette lecture en 2018-2019, quand il voulait foncer sur les accords de Minsk pour pousser le président ukrainien Zelensky à faire des concessions sur l'occupation de l'Est du Donbass. On voit où ça nous a conduit. Merci beaucoup Marie Mandras et merci beaucoup